Effectivement, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est Bonjour. dans le cadre de la France Design Week. Mais je te laisse démarrer, Oui, Florie, parce que en tant que designer, tu es bien plus au courant de ces sujets que moi. ça marche. Est-ce que déjà vous pouvez me confirmer que vous voyez bien, en mettant un petit message peut-être dans le chat, que vous voyez bien mon écran Ou et avec que une c'est OK réaction, pour un vous? pouce ou un machin comme ça, Ouais, ça fonctionne. parfait. Je vois Fabienne qui Parfait. nous dit oui. Merci beaucoup. Super. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec Nadège de vous accueillir dans ce webinaire qui effectivement a lieu dans le cadre de la France Design Week et plus particulièrement sur la région Rhône-Alpes, même si, comme tous les événements de la France Design Week, ils sont ouverts bien au-delà d'une seule région. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, cette année, la France Design Week a pour thématique générale utile. Donc on est ravis d'avoir pu proposer un sujet autour de l'éco-conception de services. Vous allez le voir, on va en discuter et on va y revenir à plusieurs reprises pendant l'heure que nous avons devant nous ensemble. Mais la question de l'utilité est vraiment au cœur de nos travaux en matière d'éco-conception de services. Moi, je suis effectivement designer, je vais y revenir et donc on est plutôt sur des logiques au départ de désirabilité d'une offre de produits et services. Or, de plus en plus, on voit bien que la question de la désirabilité, elle pose question et on en revient plutôt à des fondamentaux autour de l'utilité, des besoins réels de nos clients, usagers, utilisateurs, patients, consommateurs, citoyens. Donc c'est vraiment un thème qui est au cœur de nos travaux et on va y revenir à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'avec l'éco-conception, Mm. comme on travaille sur la fonction, que ce soit d'un produit ou d'un service, eh bien, on revient toujours à son utilité et il nous arrive de re-questionner l'utilité d'un produit en particulier, et des fois d'essayer de faire un peu évoluer la proposition de l'entreprise pour que le produit soit réellement utile et pas seulement désirable, effectivement, comme tu le dis, Florie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter chacune à notre tour et puis présenter nos structures respectives. Donc moi, je suis Florie, je suis designer de services et designer de systémique depuis 17 ans. J'ai fait le compte pour préparer ces webinaires. Donc 17 années pendant lesquelles j'ai travaillé au sein de structures très différentes, des petites, des grosses, en étant en interne, en externe, dans le secteur tertiaire comme dans le secteur industriel. Avec toujours une demande de mes directeurs et de mes clients qui était essentiellement de faire des services effectivement désirables, comme on le disait, et évidemment des services dont le modèle économique était le plus intéressant pour eux. Cependant, moi, la question du coup de l'utilité justement des services et de leur impact, c'est une question qui me hante depuis très longtemps. J'ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenu en 2011 et qui portait déjà à l'époque sur la question de la modélisation des services sous forme de systèmes. Ces systèmes devant intégrer pas uniquement l'humain et sa désirabilité, mais en fait tout le vivant, tous les éléments, vivants ou non d'ailleurs, hétérogènes, qui pouvaient faire partie d'une situation de service, d'une expérience qu'on peut vivre au quotidien lorsqu'on utilise ou qu'on fait appel à un service. Donc voilà, c'est des sujets qui me hantent depuis très longtemps. Il y a bientôt 5 ans, du coup, j'ai décidé de créer Bio, donc du coup, qui est une organisation qui est vraiment focalisée et entièrement concentrée sur la question des impacts des services et donc de l'éco-conception, l'éco-design des stratégies et des offres de services. On va y revenir. Et j'ai travaillé du coup sur une méthode qui imbrique éco-conception un peu classique, on va y revenir, et puis justement design de service, on va revenir sur leur complémentarité tout à l'heure. Cette méthode s'appelle Green Service Design et elle a donné naissance à un livre que j'ai publié il y a 2 ans aux éditions justement du pôle éco-conception et qui propose en tout cas les premières briques d'une démarche spécifique et dédiée au service. Alors bio en quelques mots, c'est donc, je disais, une organisation assez innovante. On est alors plutôt un collectif avec des designers, bien entendu, que je forme à la démarche Green Service Design, mais aussi, on va le voir, tout un collectif
de compétences un peu complémentaires. On intervient à différents stades de maturité et de besoins des entreprises de toute taille et de tout secteur. Donc ça peut démarrer par de la sensibilisation pour expliquer justement la nécessité, l'importance et les impacts des services aujourd'hui, qui sont un peu, pour moi, les impensés de la transition jusqu'à présent, parce qu'on se focalise beaucoup, beaucoup sur les produits, sur la consommation énergétique des bâtiments, etc., mais très peu sur les services. Ensuite, on intervient aussi sous la forme d'une aide à aller sur les premiers pas, finalement, de l'éco-conception, sous la forme d'ateliers, donc plutôt de design sprint, mais dédié à Green Service Design ou de diagnostic un peu flash d'une offre de service. Et ensuite, on a des projets de plus longue haleine. Alors, soit des projets de reconception d'une offre existante, mais qu'on va reconcevoir pour qu'elle soit plus performante et plus vertueuse, soit des projets plutôt en amont de recherche d'opportunités, où là, on va vraiment identifier un concept utile, un concept de service utile et à forte valeur ajoutée, et on va ensuite, bien évidemment, l'éco-concevoir. Et puis enfin, il y a une dernière brique dans nos domaines d'intervention qui est ce que j'ai appelé l'autonomisation, qui est plutôt de l'ordre de la formation et de l'aide à la mise en place d'une démarche de type Green Service Design en interne auprès des équipes au sein des entreprises. Donc, c'est vraiment une démarche, vous allez le voir, qui allie 3 piliers importants. La performance économique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde dans lequel il faut un minimum d'équilibre financier pour que ça fonctionne. L'utilité sociale et puis enfin la protection de l'environnement. Et comme je vous le disais, on est un collectif d'experts aussi. On a autour de Biwo, du coup, différentes compétences. Alors, bien sûr, le pôle éco-conception que Nadège va présenter et qui est un partenaire de longue date sur les sujets d'éco-conception, mais aussi d'autres types d'acteurs et de compétences, comme par exemple des agences de communication et graphisme responsable, ou encore des agences, par exemple, de développement web responsable qui utilisent les démarches et les principes, par exemple, du numérique responsable. L'idée étant de pouvoir vraiment intervenir de bout en bout sur l'ensemble d'une offre de service, sur toutes ces dimensions. On va en parler tout à l'heure. Nadège, je te passe la main pour te présenter. Merci. Donc Nadège Vanlière, moi je travaille au pôle éco-conception depuis ça fait 8 ans, plus de 8 ans maintenant que j'y suis. Et avant, en fait, j'ai travaillé en tant que... je suis à la base biologiste, ingénieure en écologie, et donc j'ai travaillé dans les espaces naturels. Et donc j'ai fait une petite réorientation, c'est pas vraiment une reconversion, mais une réorientation vers le management environnemental et l'idée de se dire comment je fais pour aider les entreprises à complètement intégrer l'environnement et les enjeux environnementaux dans leurs activités. Et c'est de là que je suis arrivée au pôle pour travailler sur le management environnemental et le cycle de vie. Et donc, en fait, quand je dis management environnemental, c'est que j'ai d'abord travaillé sur l'ISO 14001 et vraiment sur l'idée de comment intégrer la perspective de cycle de vie, qui est une nouvelle notion de la norme sur sa version 2015, dans un système de management environnemental. Et comment finalement cette perspective de cycle de vie, même si la norme n'en parle pas, nous amène à faire de l'éco-conception et amène les entreprises à s'organiser finalement pour faire de l'éco-conception, même si elles ne vont pas l'afficher, même si la norme ne le demande pas. Ce qui n'est pas plus mal, ça fait un peu un cheval de Troie en fait, et ça permet à des entreprises de s'organiser pour faire de l'éco-conception. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai travaillé, juste tu peux laisser... en fait, j'ai travaillé sur des entreprises qui sont ISO 14001 certifiées, mais qui sont des entreprises de services. Et là, quand on utilise le cycle de vie d'un produit pour parler de perspective de cycle de vie sur une entreprise de service, c'est compliqué, on se mélange les pinceaux. Et c'est là où, au pôle, justement, on s'est dit, mais il faut qu'on réfléchisse au sujet. Et donc, on a inventé un cycle de vie qu'on va vous présenter et que du coup, après, on a pu travailler justement avec Florie et faire tout ce qu'elle vous a décrit. Donc, vraiment aller plus dans le détail en utilisant les outils du designer de service. C'est pour ça que je dis toujours, c'est elle plus la spécialiste que moi. Moi, je suis spécialiste de l'éco-conception. Et encore, pas au niveau du produit parce que je ne suis pas ingénieur matériaux, moi je suis biologiste, donc j'ai une vision systémique. C'est pour ça que j'amène les entreprises à se structurer, à intégrer l'éco-conception dans leur stratégie. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne suis pas co-autrice, mais autrice tout court d'ailleurs du guide ADEME ISO 14001 sur et cycle de vie, et comment on fait pour intégrer la perspective de cycle de vie dans un système de management environnemental.
Et du coup, bah, je continue à suivre la normalisation aussi au niveau ISO sur une norme pour intégrer l'éco-conception dans un système de management environnemental, la 14006. Et là, on nomme vraiment l'éco-conception. Et puis, il y a la révision de la 14001 qui est en cours en ce moment. Et donc, je participe au groupe de travail de l'AFNOR. J'ai pu amener quelques points, donc j'étais contente de pouvoir pousser un peu quelques notions encore dans cette norme. Alors, quand je dis nous, parce qu'en fait, je travaille au pôle éco-conception, et cette fois-ci, effectivement, merci. Le pôle éco-conception, c'est le Centre national d'expertise pour l'éco-conception. Notre mantra, c'est de garantir des produits, services, systèmes, modèles d'affaires et organisations plus respectueux de l'environnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ces enjeux environnementaux dans les produits, les services, les systèmes, et aussi d'y réfléchir dans les modèles d'affaires et les organisations des entreprises. Et évidemment, tout ça, on le réfléchit dans cette notion de pensée en cycle de vie, qui est vraiment importante, et c'est ce qui amène une différenciation forte, en fait, après, quand on y réfléchit. Si tu peux passer à la suivante. On est organisé, en fait, sur deux grands pôles. Une association qui est la structure originelle, je dirais, du pôle éco-conception, puisque depuis 2008 qu'il existe, on était une association, avec des missions d'intérêt général pour diffuser, soutenir, développer l'éco-conception sur le territoire national et qu'il soit métropolitain ou ultramarin. Et puis quand je dis national, ça va un peu plus loin parce que j'interviens en Belgique, francophone, mais aussi en Belgique. Et puis après, suivant les groupes, quand on est sur des groupes internationaux, bah là, on intervient aussi en anglais. Donc ça peut aller un peu plus loin. Et c'est plutôt dans cette partie justement prestation de service où on a dû créer une filiale vraiment là-dessus, parce qu'en fait, on est centre de formation pour l'éco-conception. Et on accompagne et conseille les entreprises pour mener des projets d'éco-conception, intégrer l'éco-conception dans leur structure, et que l'éco-conception devienne quelque chose d'habituel finalement. Il faut un peu y travailler, mais on y arrive, tout à fait. Tu peux passer. Merci Nadège, ouais, pour cette Merci. présentation. Alors un petit message et on s'excuse de devoir le mettre, mais on a eu, toutes les 2 des déconvenues sur les Oui. sur certains webinaires passés, donc on s'excuse de devoir le mettre. Mais voilà, c'est juste ici pour vous rappeler qu'effectivement, les schémas, et ce que vous allez apercevoir des retours d'expérience qu'on va vous partager, sont la propriété de Biwo et du pôle éco-conception. Voilà. Et vous pouvez aller sur le site internet du pôle, c'est là où vous Ouais. trouverez des schémas libres de droit et que vous pouvez Vous en avez utiliser aussi, voilà, autant que vous voulez. sur le site de Bio et Et bien tout à fait, évidemment, oui. j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans le livre, évidemment, Green Service Design, publié il y a 2 ans. Voilà, Alors, on va démarrer par un petit avant-propos, pour être, oui. bien certaine qu'on partage le même vocabulaire et qu'on parle bien de la même chose avec vous. Et on va démarrer par la question, bah, c'est quoi un service? Et d'abord, Nadège, bah, qu'est-ce que ce n'est pas? Alors, un service, ce n'est pas un objet tangible. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on touche. C'est quelque chose de complètement intangible. Ce qui veut dire que ce n'est pas figé dans le temps. Un produit, c'est figé dans le temps, c'est pas très adaptable. On fait la reconception, la conception, la reconception pour un temps donné. Et un produit a une durée de vie. Un service, contrairement à l'opposé, lui, il a lieu à un moment donné, on peut l'adapter et le retravailler à chaque fois qu'on le fournit. Ce qui veut dire qu'un produit, on peut le stocker et le standardiser, même si on peut mettre des options, et cetera. Mais même ça, d'une certaine manière, il y a un standard. Et on peut le stocker sur une étagère et donc le transporter dans un camion. Par contre, un service, non. Un service, il a lieu à un moment donné, dans un endroit donné, et il n'est absolument pas stockable. Et alors, on peut le standardiser aussi, mais l'intérêt, c'est que justement, on va l'adapter à l'usager. Du coup, un service, on va avoir du mal à le mesurer, à le quantifier. Et vous verrez que ça a une conséquence sur l'éco-conception. On va plutôt aller chercher la satisfaction du client. Alors certes, on peut la quantifier, cette satisfaction, mais c'était déjà un peu plus délicat. Et puis un petit point, une interface web ou une application,
Des fois, on entend dire que c'est des services. Non, c'est des points de contact. C'est des moments, des relations, des moments où on a une relation avec un service autre. Et en fait, cette interface web ou cette application va donner une autre dimension, on va dire, à l'expérience que va vivre l'usager, mais ce n'est pas le service lui-même. Je pense Et que j'ai du à coup, à peu près fait le l'opposé, tour. donc, qu'est-ce que c'est, voilà, un service? Alors Voilà. Nadège a déjà commencé à donner quelques éléments en disant ce que ce n'était pas. Ce que c'est, bah, alors quand on parle de service, on parle d'un ensemble d'actions, on parle de prestations. Et l'objet même, en fait, de ces services, c'est vraiment de rendre service, justement d'apporter quelque chose, une compétence, une aide, un accompagnement, et cetera, à un client, à un humain, du coup, qu'il soit justement, comme je le disais en introduction, client, usager, citoyen, sociétaire, même patient dans le cadre du domaine de la santé. On parle beaucoup pour les services, d'émotion et d'expérience. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Lorsque l'on, conçoit un service, et les designers, peut-être qui sont parmi nous, le savent bien, on va vraiment s'attacher à concevoir une expérience de service qui soit la plus utile, comme on le disait, mais aussi la plus, agréable, pour, celui ou celle à qui le service est destiné. Donc on est aussi dans un espace d'émotion parce qu'on va chercher finalement à aller toucher aussi la dimension émotionnelle du service, à provoquer, comme le disait Nadège, une forme de satisfaction de la personne à qui est destiné le service et peut-être même une forme de fidélisation parce que la personne va garder un souvenir heureux du service dont il aura fait l'expérience. L'autre point important sur cette petite phrase, c'est le coproduit. C'est une grosse différence aussi avec les produits, même si on peut discuter pour certains effectivement du fait que on peut choisir certains éléments d'un produit, par exemple choisir la couleur de sa voiture, mais ça reste très limité. La grosse différence, c'est que pour un service, le service est complètement attaché à la personne à laquelle il est destiné. Et donc la personne, à travers l'expérience qu'elle va vivre, va coproduire le service. Si je vais chez le coiffeur, eh bien, à travers la présence de ma tête et de ma demande de coupe, etc., je vais coproduire le service avec le coiffeur. Si je fais, réparer ma voiture, même si la réparation est à destination de la voiture et pas de moi, il n'empêche que le fait que j'amène ma voiture, que je signe un contrat, que je sois présente à certaines étapes et que je sois satisfaite ou non à la fin des réparations qui auront été faites, font que je coproduis bien aussi ce service de réparation et cetera et cetera. Donc c'est vraiment un point très important et très différent qui place du coup le destinataire du service au cœur même de la conception de ce service et donc a fortiori de son éco-conception. Pour finir, donc du coup, je parle de système multidimensionnel. Je vais y revenir dans un instant. Je voulais juste revenir sur la dernière phrase avant de passer à la suite. Ça, c'est une phrase qui est extraite de ma thèse de doctorat, donc il y a quelques années maintenant, dans laquelle je définissais ce qu'était un système de service. Donc lorsque je parle d'éléments hétérogènes, là, je parle justement de tous les éléments, peu importe leur nature, qui participent à une situation de service. Donc là, on est dans une situation, par exemple, de présentation, de conférence en ligne. Il y a, en termes d'éléments, Nadège, moi et vous, qui sont des éléments humains, mais il y a aussi, eh bien, les ordinateurs, les casques, la table, les chaises, l'oiseau qui passe, devant la fenêtre au moment où je vous parle, et cetera, et cetera. Il y a tout un tas d'éléments, vivants, non vivants, qui participent de la dynamique que nous sommes en train de vivre. Donc quand on conçoit un service, il va falloir s'attacher vraiment à identifier ces différents éléments hétérogènes et la manière dont ils interagissent. Hop. Alors, 3 petits points d'attention. Nadège, si tu veux bien nous les partager. Tu as commencé à parler Tout du à fait. numérique déjà tout à Oui, l'heure. qui n'est qu'un moyen sous-jacent au service, effectivement, ce n'est pas un service en lui-même. Et puis, on entend souvent dire que grâce au numérique, on dématérialise, on n'a plus d'impact, etc. Euh, alors non, tout ce qui est informatique et numérique, c'est hautement matériel, c'est très matériel, à tel Très point qu'il faut une énergivore. quantité phénoménale de matériaux pour les fabriquer, que c'est effectivement très énergivore. Et pourtant, pendant toute la durée de vie d'un ordinateur, par exemple, vous utiliserez moins d'énergie que ce qu'il en a fallu pour le fabriquer. En fait, il faudrait l'utiliser 1000 ans pour être équivalent. Donc voilà, attention, attention, c'est pas parce qu'on parle d'informatique ou de numérique
d'abord que c'est un service, c'est une interface, c'est un moyen d'interagir avec un service, et ce n'est absolument pas immatériel, c'est très matériel et c'est très impactant. Un autre point, c'est que, en fait, quand on parle de service, souvent on confond un petit peu un service avec une éco-solution ou avec l'économie de la fonctionnalité. Un service éco-conçu, c'est qu'on l'a réfléchi, et on va vous en parler un peu plus, dans la suite, pour que le service lui-même, impacte le moins possible notre environnement. Quand on réfléchit à l'économie de la fonctionnalité, c'est quand on cherche à non plus, vendre ou mettre sur le marché un produit, mais plutôt, faire en sorte que le client achète la fonctionnalité et donc le service que rend le produit lui-même. Donc à ce moment-là, le client ne devient plus propriétaire du produit, mais va pouvoir bénéficier du service que rend ce produit. Ça peut être tout à fait vertueux d'un point de vue environnemental, mais il faut le vérifier. Et donc, il faut le vérifier par une démarche d'éco-conception. Donc, c'est pas parce que on est dans l'économie de la fonctionnalité qu'on est forcément vertueux d'un point de vue environnemental. Il faut le vérifier. C'est souvent le cas, mais voilà, ça se vérifie. Et puis, il y a ce que j'appelle une éco-solution. Une éco-solution, ça va être la collecte des déchets. La collecte des déchets évite des pollutions. C'est une éco-solution. Mais est-ce que cette collecte de déchets elle-même a été réfléchie pour être la moins impactante possible? Donc est-elle éco-conçue? Et on a plein de là, je vous donne un exemple simple, avec les collectes de déchets, mais on a plein, en particulier d'objets, de produits qui sont fabriqués en disant: «Ah, on va permettre de limiter la consommation d'eau sous la douche» et cetera. Oui, mais on rajoute des LED et de l'électronique, donc est-ce que finalement il y a pas juste un transfert d'impact, voilà. Donc attention aux éco-solutions et aux fausses bonnes idées. Bien vérifier qu'une éco-solution est elle-même éco-conçue, même si elle gère et peut-être résout un problème environnemental. Effectivement. Alors, petit aparté aussi sur l'importance des services. Pourquoi on vous a proposé ce webinaire ce matin et pourquoi on tient absolument toutes les deux à faire avancer les choses, à faire avancer à la fois la recherche en matière d'éco-design de services, mais aussi du coup l'opérationnalité de ce genre de démarche. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, les services sont tout simplement le moteur de notre économie et de notre Mmh. société. Je pense qu'on est tous individuellement bien conscients qu'au quotidien, finalement, si on y réfléchit bien, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Donc c'est important du coup de les prendre en compte et d'avoir conscience que l'impact d'un service, il n'est pas lié uniquement à un élément de ce service. Je reprends mon exemple de la réparation de la voiture. Bien sûr, l'impact de la voiture en elle-même est important, mais l'impact de la voiture n'est pas le seul impact de l'ensemble du service de réparation. Mmh. Parce qu'il va y avoir de la prise de rendez-vous sur internet ou par téléphone, parce que du coup, on va devoir après, emmener la voiture, sur place, parce qu'on va avoir des besoins d'outils physiques et numériques pour pouvoir la réparer, de produits, de l'huile de vidange par exemple, des choses comme ça. Parce qu'il y a aussi des interactions et des données qui vont être partagées entre le client et l'entreprise de réparation et cetera et cetera. Donc c'est vraiment important de dézoomer là-dessus. Donc je vous disais, c'est le moteur aujourd'hui de notre économie et de notre société. Donc j'ai récupéré quelques données sur, tout simplement sur le site de l'INSEE. C'est des données qui datent de 2022, donc qui sont quand même assez récentes. Et ce que j'ai trouvé 2 points que j'ai trouvé intéressants, c'est que si vous regardez du coup le petit schéma qui est, à gauche en bas, eh bien vous avez ce que l'INSEE, considère comme étant des entreprises de services et qui donc entrent dans les statistiques pour dire, quelle est, l'étendue aujourd'hui, de la part des services dans notre économie. Et si vous regardez bien, on voit qu'il y a hébergement, restauration, information, communication, activités immobilières, services aux entreprises, services aux particuliers. Donc en réalité, on voit qu'il en manque quand même beaucoup. On ne parle pas de transport, on ne parle pas de tous les services qui sont délivrés par des industriels qui certes produisent un produit, fabriquent un produit, mais proposent aussi très souvent maintenant des services associés à ce produit, que ce soit de la maintenance, que ce soit de l'installation à domicile ou autre. Et puis, comme le disait Nadège, on a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui basculent sur une stratégie servicielle et qui donc ne vendent plus leurs produits, mais proposent plutôt des contrats à l'usage, au kilomètre, à la tonne, etc., etc. Et donc, c'est cette transformation sous la forme de service, c'est bien du service, mais ça n'apparaît pas dans les statistiques Ouais. aujourd'hui de l'INSEE. Donc, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui,
en réalité, la part des services en France et en Europe est beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien se l'avouer. Et puis dernière, petite, information que j'ai trouvée intéressante puisque c'est un webinaire qu'on a proposé dans le cadre de la France Design Week en région, Auvergne-Rhône-Alpes où est situé le pôle éco-conception. Eh bien, c'est intéressant de regarder le schéma qui est, en haut à droite et où on s'aperçoit que finalement, eh bien, en Auvergne-Rhône-Alpes justement, la part des services est très importante. Plus importante que dans d'autres régions de France. Alors, au regard de ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que ça ne compte pas un certain nombre de services qui ne sont pas dans les statistiques, mais quand même, ça veut dire qu'il y a un potentiel, du coup, d'impact de ces services en région Rhône-Alpes et donc un potentiel d'éco-conception associé qui peut être vraiment très intéressant. Donc le petit message clé à retenir sur cette slide, c'est attention, les statistiques, les chiffres qu'on vous donne sur les services aujourd'hui sont partiels et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres secteurs qui sont des secteurs de services ou qui proposent des services et entre autres, on a parlé des transports et de l'industrie. Alors, petite slide aussi avant de passer aux démarches et à nos retours d'expérience sur les spécificités des services. On a déjà un petit peu abordé certains éléments, mais je vais revenir dessus en 3 parties pour que vraiment vous puissiez bien capter pourquoi il est nécessaire d'avoir une démarche spécifique au service, pourquoi l'éco-conception un peu classique de produits ne s'applique pas, ne se calque pas complètement pour les services. La première spécificité, je le disais, c'est que les services sont multidimensionnels. Quand on conçoit un service, et là aussi, les designers qui sont parmi nous le savent, quand on conçoit un service, on va devoir travailler sur tout un tas de dimensions. Je le disais, on va avoir des éléments très hétérogènes qui vont participer à ce service. Il va falloir réfléchir, bien évidemment, à la dimension spatio-temporelle, où et quand va avoir lieu ce service. On va devoir réfléchir, bien évidemment, à la partie matérielle quand même, quoi qu'il en soit. Il y a quasiment tous les services qui ont au moins un stylo à un moment donné qui est utilisé. Donc, il y a quand même un peu de matériel, voire beaucoup de matériel parfois dans certains services. Donc, il va falloir réfléchir à ça aussi. Il y a évidemment une part technique, technologique, digitale qui peut être là aussi plus ou moins importante pour un service. On peut avoir par exemple un site web qui n'est juste qu'une vitrine qui présente le service, comme on peut avoir un service qui repose, un service de e-commerce par exemple, qui repose quand même en grande partie sur cet accès numérique, même si derrière il se passe beaucoup de choses dans le e-commerce au-delà de la plateforme numérique en elle-même. On va devoir aussi réfléchir à d'autres types de dimensions. Alors la dimension juridique, parfois c'est nécessaire de travailler là-dessus. La dimension sociale, bien entendu, mais aussi la dimension économique. Je le disais, on va chercher à travailler en tant que designer de service sur des modèles économiques qui tiennent la route. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont encore plus intangibles, la dimension relationnelle, émotionnelle dont je parlais tout à l'heure. Et c'est la combinaison en fait d'une conception autour de toutes ces dimensions qui va donner naissance à une expérience de service réussie et pour le destinataire et pour le fournisseur du service et ses éventuels partenaires. La deuxième spécificité des services, c'est qu'ils sont multicouches. Pourquoi multicouches? Eh bien parce qu'il y a une partie qui est visible du destinataire, du client, du service. Cette partie visible, ça va être eh bien, tous les éléments avec lesquels il va interagir. Ça peut être vous en tant que fournisseur, vous allez échanger au téléphone ou de visu avec votre client. Ça peut être aussi des éléments plus physiques parce qu'il va devoir signer un contrat, donc il a un papier entre les mains, il va devoir le signer. C'est vraiment tout ce qui va être visible dans la métaphore qu'on utilise, la métaphore du théâtre. C'est tout ce qui se passe en avant-scène, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on capte, tout ce qu'on est capable de toucher. Mais par contre, il y a aussi toute une partie du service qui n'est pas visible du client. Donc, c'est ce qu'on va appeler au théâtre l'arrière-scène, c'est les coulisses finalement. Tout ce qui se passe derrière, le décor, les parties prenantes qui vont être importantes et qui vont interagir là aussi entre elles, potentiellement à travers des outils. Et tout ça ne sera pas visible du client. Mais c'est très important de pouvoir aussi le concevoir correctement et identifier l'ensemble des impacts associés à cette partie non visible. D'un point de vue purement expérientiel, une expérience de service peut bien ou mal se passer parce que la partie visible du service se passe bien ou mal, mais ça peut être aussi lié à la partie non visible. Si à un moment donné, dans mon organisation, en tant que fournisseur, il y a un couac, il y a quelque chose qui se passe mal, on ne s'est pas compris, il y a un mail qui n'est pas parti vers le client, il y a une mauvaise information, un mauvais contrat, le chantier ne s'est pas passé correctement et le client est déçu. Il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas visibles immédiatement par le client, mais qui vont avoir des répercussions sur son expérience et donc sur sa satisfaction globale. Et puis il y a une dernière couche que moi j'ai rajoutée du coup sur des outils de design de service pour pouvoir la modéliser, eh bien c'est la couche des impacts.
Alors, impacts environnementaux, bien sûr, c'est le cœur de notre sujet en éco-conception, mais pas que. Impact économique, impact sociaux, sociétaux. On va tendre après vers de l'éco-socio-conception, mais là, on va se concentrer aujourd'hui sur l'éco-conception. Donc voilà, vous voyez, on a à minima 3 couches qui sont importantes et qui sont vraiment, qui doivent être analysées, creusées pour être les plus utiles possibles, mais aussi les moins impactantes possibles. Et puis, dernier point de ces spécificités, c'est le côté multi-étapes. Alors, on va y revenir avec Nadège tout à l'heure, mais elle parlait tout à l'heure de cycle de vie et on va le regarder en détail, donc je ne vais pas entrer dans le détail ici. Mais effectivement, tout comme les produits, un service, ça a une vie. C'est imaginé, conçu. Et puis en plus, après, il y a un moment d'industrialisation du service qu'on a imaginé. Alors nous, en design, on parle d'industrialisation. On verra que côté ingénieur éco-conception, on utilise un peu d'autres termes. Cette industrialisation, elle est nécessaire parce que c'est là où on va définitivement créer le service, où on va former les parties prenantes, on va acquérir un certain nombre d'éléments pour pouvoir délivrer le service. Et puis bien sûr, il y a la prestation en elle-même, l'expérience que vit notre client et qu'on vit nous côté fournisseur. Et puis il y a la question de la fin de vie, qui n'est pas si évidente que ça pour un service. Et Nadia, je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure, mais on voit bien que le cycle de vie d'un service, c'est pas le même que le cycle de vie d'un produit. Oui. Je te laisse du coup nous parler un petit peu des impacts et puis après justement on parlera d'éco-conception. Alors les impacts des services, c'est comme pour les produits en fait, hein. On a, de nombreux impacts du fait justement que les services, certes, sont intangibles, non stockables, non transportables, qui ont lieu à un moment donné, dans un lieu donné. Mais par contre, ils sont hautement matériels et on a besoin de matériel. Même quand on est juste sur un service de matière grise, comme du conseil, en réalité, on a besoin de matériel et du coup, tous ces matériels vont engendrer forcément des impacts. Et en plus, un service, comme on interagit, c'est une fois quelqu'un me disait: «Bah, service, c'est quelqu'un pour quelqu'un, qui agit pour quelqu'un». Et en fait, effectivement, c'est un peu simpliste comme manière de le dire, mais c'est réel, en fait. C'est dans cette interaction, en fait, on peut induire, amener la personne à qui on fournit un service à une certaine réflexion et à peut-être changer certaines choses. Donc du coup, un service non seulement a des impacts quand on le rend lui-même, Heu, je travaille avec des bureaux d'ingénierie, par exemple, bah, les chantiers qu'ils vont mener ou qu'ils vont faire mener ont forcément des impacts très forts. Mais en plus, souvent quand on rend un service, on va pouvoir, faire oui, avoir un effet sur d'autres, impacts, qui vont être liés au client, lui-même. Donc c'est la responsabilité des services par rapport justement aux impacts environnementaux et finalement à l'état de notre planète, il est tout aussi grand, si ce n'est plus grand, que celui des produits. Parce que c'est la manière dont on va utiliser des produits et donc des biens matériels dans les services, qui vont amener des impacts ou pas, ou limités, Ouais. plutôt que pas. Oui, puis je le disais tout à l'heure, finalement, un service, peut-être la grosse différence aussi avec un produit, c'est que c'est très relationnel. Tu le disais, Mmh. il y a de l'interaction. Et ces Ouais. interactions, elles se passent certes parfois à travers du matériel, mais parfois pas. Il y a une question aussi d'impact de ces interrelations, de la logistique associée, on va y revenir, mais aussi des données Ouais. associées. Pour ça, c'est que je vous ai mis une photo de l'hypercentre de données de Google, qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Voilà, donc c'est un ensemble en fait. Il y a certes finalement une forte matérialité pour un service qui est plutôt, à la base, perçu comme quelque chose d'intangible, mais il y a aussi une forte, dimension relationnelle, qui là aussi provoque d'autres types d'impact. Mmh. Alors l'éco-conception, on en parle un peu depuis le début. L'éco-conception, c'est pas une théorie, c'est pas un concept, c'est une démarche, c'est une méthode, un pas à pas. Donc c'est quelque chose de très opérationnel, en fait. C'est pour ça que c'est des ingénieurs qui le font, hein, faut pas se leurrer. Donc en fait, l'éco-conception, l'approche classique pour un produit, c'est on va démarrer d'abord par cadrer un projet. Vous allez voir, c'est une gestion de projet, en fait. Moi, je trouve que c'est assez logique comme démarche, mais en fait, on va cadrer le projet. On va identifier déjà, bah,
quel est le produit qu'on va vouloir éco-concevoir, comment se positionne l'entreprise sur le marché, quelle est sa marge de manœuvre, quelles sont les attentes de ses parties prenantes, etc. On a plein de moyens d'identifier le contexte dans lequel va se situer le projet d'éco-conception, et donc identifier tous ces enjeux en dehors de l'environnement, mais qui sont super importants parce que l'objectif de l'éco-conception, c'est quand même qu'on vende un produit éco-conçu et donc qu'on remplace un produit éco-conçu, un produit non éco-conçu, pardon, par un produit éco-conçu. On fasse cette substitution sur le marché. Donc, il faut que le produit aille sur le marché. Donc, il faut déjà se poser toutes ces questions par rapport au marché, à la faisabilité technique. Est-ce qu'on a des fournisseurs qui sont ouverts? Est-ce qu'on a la main sur le cahier des charges ou pas? C'est là où on revient vers le service. Est-ce que on est positionné sur le marché comme un leader ou pas? Est-ce qu'on veut prendre des risques pour l'entreprise? Est-ce qu'on veut monter en compétence le personnel ou est-ce que tout le monde est au courant? Il y a plein de questions à se poser quand on cadre le projet, en dehors même des aspects environnementaux. On en parle après. Mais d'abord, il faut déjà se poser toutes ces questions sur l'entreprise et sur le produit lui-même, une fois qu'on aura déterminé quelle est l'entreprise, quel est le projet sur lequel on va travailler. Ensuite, et c'est seulement la deuxième étape, on va évaluer d'un point de vue environnemental la situation de référence, ça veut dire où en est le produit. Le produit, quels sont ses impacts? Une fois qu'on sait quels sont ces impacts, ça veut dire qu'on sait sur quoi on va vouloir travailler. À ce moment-là, on va rechercher les pistes d'éco-conception. Là, l'idée, c'est que, moi je dis toujours, on ouvre les chakras, ça veut dire qu'on est hors cadre et on cherche toutes les pistes d'éco-conception possibles et imaginables, même s'il y en a qui paraissent un peu farfelues, un peu lointaines, un peu compliquées, c'est pas grave. Il faut les poser, il faut noter tout ça. Et on va tester un peu aussi si ces idées sont des vraies bonnes idées ou des fausses bonnes idées, parce que des fois, bon voilà, ça n'a pas les résultats environnementaux escomptés. Mais on a déjà un panel de pistes d'éco-conception. Et ensuite, on va se dire, bah, par rapport à tout ce qu'on a cadré pour que notre produit aille sur le marché, et qu'on garde notre positionnement ou on fasse évoluer le positionnement de l'entreprise, etc. Et toutes ces questions, à ce moment-là, on va reprendre ce qu'on a vu dans l'étape A et sélectionner les pistes d'éco-conception qui sont les plus pertinentes et donc décider celles qu'on va retenir. C'est pas parce qu'une piste d'éco-conception est super verte et qu'on se dit « Ah, ça va faire un super produit vert qu'on va la retenir. Et puis ensuite, une fois qu'on a notre prototype ou notre produit déjà redesigné, reconçu d'un point de vue environnemental, à ce moment-là, on va évaluer et comparer si par rapport à la situation de référence, on a bien amélioré les choses. Et puis évidemment, un produit, il doit aller sur le marché, donc il faut une information, il faut une communication, et il faut une communication environnementale qui soit robuste. Ce serait dommage de donner une impression de greenwashing alors qu'on a une belle démarche d'éco-conception en amont. Donc il faut que la communication soit pertinente, exacte, vérifiable et non trompeuse, comme nous le préconise la norme ISO 14020. Je fais rapide parce qu'on ne va pas y passer trop de temps, mais voilà, l'approche, la démarche classique de l'éco-conception, et on l'a légèrement modifiée pour le service, pour encore plus intégrer l'amélioration continue. C'est une démarche d'amélioration continue, bien entendu, mais pour que ce soit encore plus fort pour le service, puisqu'on peut l'adapter régulièrement, beaucoup plus facilement qu'on ne le fait avec le produit. Ouais, alors je vais aussi, moi, vous parler un petit peu de l'approche classique du design de service. On fait ces petits focus-là, sur les approches un peu classiques pour après pouvoir justement vous parler, de la rencontre des 2 du coup et du travail que j'ai mené sur la création de la démarche Green Service Design. Donc le design de service d'un point de vue très classique, c'est effectivement un champ du design, donc c'est issu d'une longue histoire du design depuis, les années, 50. Et les principes clés du design classique et du design thinking s'appliquent au design de service. C'est-à-dire que c'est une approche qui est déjà basée sur l'empathie. Ça, c'est un point important, point qu'on retrouve effectivement pas forcément du côté de l'éco-conception, qui est plutôt une approche d'ingénierie, j'allais dire froide, c'est pas le bon mot, mais un peu calculatoire, etc. Nous, à l'inverse, on n'a pas cette approche-là. On va revenir sur les plus et les moins. Mais par contre, on a une approche qui est fondamentalement basée sur l'empathie et sur l'analyse socio-cognitive des parties prenantes auxquelles on a affaire dans la conception d'un service.
Le design de service, qui est un petit peu différent peut-être d'autres types de design appliqués à d'autres éléments, c'est que c'est fondamentalement un design systémique. Ça, c'est un point important, systémique et holistique. On va vraiment travailler sur l'ensemble du système qu'on est en train de concevoir, en regardant le tout et ses parties, et en regardant, une fois de plus, toutes les dimensions qui sont nécessaires à travailler pour concevoir ces services. C'est là aussi une démarche qui va être très itérative. On est en amélioration continue aussi, tout comme l'éco-conception, et très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va chercher en permanence à rendre tangible ce qui peut paraître intangible. Donc un projet d'éco-design, un projet pardon, de design de service, mais c'est vrai pour l'éco-design aussi du coup, va vraiment s'attacher à régulièrement, pendant différentes étapes, à tangibiliser, à rendre concret sous la forme d'un schéma, d'une illustration, d'un storyboard, d'une maquette, peu importe, mais à rendre concret ce dont on est en train de parler pour favoriser du coup justement l'interaction avec les parties prenantes et valider les grands principes. Et puis enfin, c'est un processus qui est co-créatif alors j'ai remis pragmatique, mais bon, co-créatif essentiellement parce qu'on travaille avec toutes les parties prenantes et toutes sortes de compétences pour réussir à concevoir ce service multidimensionnel. Voilà, je fais un petit peu vite. Si vous avez des questions sur l'approche du design de service, que vous n'êtes pas designer de service, n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'infos. On va revenir maintenant sur la complémentarité des deux approches. Alors, le premier point sur l'éco-conception, c'est qu'on a donc cette approche globale. Donc, je vous disais, on prend en compte le contexte de l'entreprise, les modèles d'affaires, etc. Et c'est une approche qui s'appuie euh, sur le cycle de vie, donc elle est multi-étapes et elle est aussi multi-critères dans le sens où il n'y a pas que le CO2 dans la vie. On a plein de moyens d'impacter l'environnement. Ça, on est très fort pour inventer tout ça. Donc, du coup, il faut avoir cette vision multicritère qui permet de voir les autres critères environnementaux que les émissions de gaz à effet de serre. Quel impact on va avoir sur l'eau, sur les ressources naturelles, etc., etc. L'éco-conception se focalise donc sur l'identification, sur l'évaluation évidemment, et puis sur la réduction des impacts d'un produit ou d'un service, tout en étant en lien avec la fonction du produit ou du service, parce qu'avant tout, il est là pour fonctionner et répondre à sa fonction. On a des outils d'ingénierie, des bases de données sectorielles pour l'analyse environnementale, pas mal de bases de données diverses et variées qui fonctionnent bien pour les produits. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus où il y a encore besoin de recherche, et puis des secteurs où là on a beaucoup d'infos. Mais on a tous ces outils qui sont vraiment des outils d'ingénieurs pour aller dans les bases de données et pour pouvoir réaliser l'évaluation environnementale. Côté design de service, donc à l'opposé, on est sur une approche, je le disais, qui va être holistique, multidimensionnelle, multicouche. Donc, on n'a pas un focus, voire jamais à la base dans le design classique, un focus sur la dimension environnementale de ce qu'on conçoit. Et on va plutôt, nous focaliser sur la compréhension d'un contexte, la compréhension des parties prenantes, de leurs besoins, de leurs douleurs, de leur profil socio-cognitif. Et en termes d'outils, nous, on est plutôt sur des outils, pas d'ingénierie, mais plutôt des méthodes et des outils de design qui vont être des outils collaboratifs, comme je le disais, pragmatiques, et qui vont permettre d'animer finalement une démarche pas à pas de design à travers des méthodos diverses et variées que j'ai en partie réutilisées et modifiées pour des besoins d'éco-design. Côté négatif. Alors justement, c'est là où l'éco-conception a des limites par rapport justement au service. C'est que même si on a cette approche globale, multicritère, multi-étapes, on est opérationnel, etc., on a du mal quand même à traiter de la complexité et à aborder toute la complexité et l'intangibilité des services. Tous ces aspects multidimensionnels dont parlait Florie, c'est plus délicat justement avec ces outils d'ingénierie et on n'a pas vraiment d'outils clés sur cette notion de un usager qui est au cœur du sujet et on va éviter de se perdre dans être trop industriel et trop tangible et revenir justement à l'aspect social, émotionnel du service qu'il faut prendre en compte pour que justement les améliorations qu'on peut apporter soient prises en compte. Sinon, le service, il va pas être accepté, en fait. C'est ça le sujet. Et là où Exactement, le ouais. design de service, voilà, Voilà, c'est plus de exactement à mal l'inverse de ce sur qu'on sait très bien l'environnement. faire. Mm.
Mais du côté négatif, par contre, je le disais, le design de service un peu classique n'intègre pas ou vraiment très peu la dimension environnementale, alors qu'on a paradoxalement une démarche qui est multidimensionnelle. Et puis surtout, un point important sur lequel j'ai beaucoup Mm. travaillé, c'est l'anthropocentrisme du design de service. Donc, ça a des côtés positifs parce qu'effectivement, on a une vraie compréhension socio-cognitive des parties prenantes et donc une capacité à répondre vraiment à leurs attentes et à leurs freins. Par contre, à l'inverse, on est tellement centré sur eux qu'on en oublie qu'autour des humains, autour des clients et des parties prenantes, eh bien, il y a des écosystèmes. Voilà, il y a d'autres éléments, comme je le disais en introduction, qui peuvent participer d'une situation de service ou bien tout simplement la subir. Donc, il est vraiment nécessaire aussi de revenir à cette dimension du vivant et à la notion de besoin et d'utilité réelle. Hop. Donc ces rapprochements-là ont donné lieu, je le disais, à la création de la démarche Green Service Design sur laquelle je travaille depuis plusieurs années. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps et que je préfère qu'on passe du temps plutôt sur nos retours d'expérience à nous. Globalement, vous l'aurez compris, on reste sur une démarche de design, mais qui va intégrer du coup de manière très forte eh bien, la dimension environnementale et qui va re-questionner chaque étape, chaque outil, chaque méthode du design au regard de cette dimension pour s'assurer qu'on va bien définir un concept de service qui sera pleinement éco-responsable et qu'on va bien développer derrière des scénarios, des solutions, des expériences de service et donc mettre sur le marché tous ces éléments-là, mais avec une perspective de durabilité et de responsabilité et d'éthique globale. Un petit mot sur le cycle de vie et puis on passe rapidement sur les retours d'expérience. Alors, je vous disais que ce cycle de vie, on avait eu besoin de le créer parce qu'en fait, un cycle de vie produit, c'est les matières premières, la fabrication, le transport, l'usage, la fin de vie. Et dès qu'on parle de matières premières, de fabrication dans le service, on a du mal à comprendre. Et du coup, il fallait, et puis même la fin de vie, on a du mal à la gérer. Donc, on avait vraiment besoin de recréer quelque chose de plus euh, spécifique au service et à son intangibilité. Encore une fois, c'est vraiment aussi le cœur du sujet. La première étape, qui est la plus importante à notre avis, c'est que, en fait, un service, c'est pour les usagers. Donc, on a toute cette étape de promotion, d'accueil, de mise en relation, de moments d'interaction entre les parties prenantes, que ce soit entre celui qui fournit le service et celui à qui il le rend, mais aussi potentiellement les parties Ah, prenantes, comme on disait tout à l'heure, qui sont en arrière-scène et qui ont besoin aussi d'interagir. Donc voilà, c'est cette étape qui est un peu le chef d'orchestre et qui va nous permettre euh, de faire évoluer le service avec le client. Je ne parle pas de la conception du service, où là où il est réfléchi avant, mais vraiment c'est le moment, cette étape où on va faire adapter vraiment le service au client. Pour rendre un service, comme on vous disait tout à l'heure, on a besoin de matériel. On a besoin de deux types de matériel, des biens d'amortissement. J'ai utilisé ce terme parce qu'en fait, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'on va réutiliser des biens, en l'occurrence cycle de vie après cycle de vie, et ils vont être amortis tout au long de la vie, de leur vie et tout au long du temps où on rend des services et on en rend plusieurs. On va aussi acquérir des consommables, des biens qui, eux, ne sont utilisés qu'une fois dans un seul cycle de vie du service, même si on dit que le shampoing du coiffeur, il va nettoyer plusieurs têtes, donc il y a plusieurs cycles de vie, mais ça reste quand même inconsommable. Évidemment, comme toujours, on a une étape de logistique, du transport, du stockage. Voilà, c'est ce moment-là, ce sont ces aspects-là qu'il va falloir intégrer dans cette étape. Et puis après, il y a le moment où on rend effectivement le service, où on a la prestation de service et donc où l'usager va expérimenter ce service. Et à la fin, on a la fin de vie du service. Alors, la première fin de vie, c'est la fin, bah, on paye, c'est la fin de contrat, on se fidélise, voilà, c'est vraiment la fin pour le client du service. Pour ceux qui rendent le service, c'est la gestion aussi des fins de vie, des données diverses et variées qu'ils peuvent avoir, et l'entretien du matériel, les biens d'amortissement qui repartent dans la boucle et qu'on réintègre dans le cycle de vie suivant. Donc cette fin de vie, elle est un petit peu double entre une partie très intangible du moment où, bah, voilà, d'un point de vue relationnel, ok, on a fini, ciao, bye bye, on a payé et puis on se revoit une prochaine fois. Et bah, justement,
ces fins de vie des matériels et de la maintenance des matériels. Et évidemment, l'étape de conception qui, elle, permet de réfléchir à toutes ces étapes et donc à limiter les impacts environnementaux tout au long de toutes ces étapes. Et on va passer du On coup va... à 4 retours d'expérience. Alors on a volontairement choisi de vous présenter 4 cas très différents. Et on va, je donne juste la structure, vous expliquer, mais très rapidement, parce que je vois que le temps tourne, Oui. le contexte, les objectifs de chacun de ces projets, la démarche qu'on a mis en œuvre, que nous sommes en train de mettre en œuvre, puisque certains de ces projets sont en cours, les résultats et perspectives, et on vous mettra après 2 petits messages clés par cas pour vous donner le retour de la structure, l'entreprise qu'on accompagne, et puis notre retour à nous en tant qu'accompagnatrice sur chaque cas. Je te laisse démarrer avec le premier, Nadège. Alors là, on est dans le cadre d'un réseau de paysagistes qui m'a demandé en fait d'aider à éco-concevoir le service que rendent ces paysagistes. Et il y avait 10 entreprises qu'on a accompagnées, donc forcément Florie en a accompagné pas mal aussi. Et ça, c'était dans le cadre d'un financement tremplin de l'ADEME, ce qui a permis à ces petites entreprises de démarrer cette réflexion. Et ensuite, on va pouvoir mutualiser et mettre ensemble les bonnes pratiques. Au niveau de la démarche, alors il y a eu donc la constitution et l'accord du dossier par l'ADEME. On a initié ces entreprises à l'éco-conception de services et puis on a bien cadré le projet, décrit le service. Ensuite, on a donc, grâce à cette cartographie du service et à bien le comprendre, ça nous a permis de faire une évaluation environnementale très courte, très rapide, parce que ce format est très succinct. Et puis, une étape d'idéation importante pour pouvoir avoir les pistes d'éco-conception, les prioriser et élaborer une feuille de route, ce qui pourrait être fait à court terme, ce qui pourrait être fait à plus long terme. Donc l'idée, c'est qu'on a réussi quand même à modéliser bien dans le détail quand même leur activité de service et on a fait une évaluation environnementale simplifiée, d'abord qualitative et parfois avec un peu de quantification, mais il y a tellement de matériel et on risque de rentrer dans trop de matériel dans le service, donc il faut faire attention avec cette quantification. Et on a pu identifier des solutions qui vont pouvoir être mises en place très rapidement à court terme avec des optimisations logistiques, par exemple du réemploi, la réduction de déchets verts, d'éco-sélection de fournisseurs, et puis aussi une réflexion vers de nouvelles offres de services responsables. Je pense toujours à ce service d'élagage où ils nous ont expliqué que ce qui pouvait être intéressant, c'est pas juste de couper les branches de l'arbre simplement, mais d'expliquer au client qu'on va prendre soin de l'arbre et qu'on va faire en sorte de lui donner quand même une certaine harmonie dans cette coupe pour que l'arbre puisse bien se porter. Donc ça, c'était, alors très rapidement, cette première expérience pour un réseau de... Alors quand on dit TPE, je pense que la plus grosse doit avoir une trentaine de salariés. Donc effectivement, c'est d'abord une démarche très pédagogique avec des actions concrètes pour les entreprises. Et puis, ça amène beaucoup de connaissances des clients. Et on a pu leur faire mobiliser des équipes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui travaille dans son coin. L'éco-conception, c'est un sujet transversal, on y revient toujours. Et là encore, on a pu intégrer plusieurs personnes au sein de l'entreprise, que ce soit le dirigeant, les bureaux, les chargés d'affaires, mais aussi ceux qui sont à la production, qui sont vraiment sur les chantiers avec les clients. Donc ça amène aussi des stratégies plutôt innovantes. Donc c'est ce qui est intéressant. Deuxième retour d'expérience, toujours dans le cadre d'un financement. Alors cette fois-ci, c'est par BPI France, enfin c'est l'ADEME via la BPI. Donc là, c'est un bureau d'études. C'est en cours, je ne le nommerai pas, mais c'est un bureau d'études qui s'occupe d'ingénierie, d'infrastructures et en particulier de tout ce qui est protection d'infrastructures. Donc c'est un diag éco-conception, c'est ce qui s'appelle comme ça, un diag éco-conception financé par BPI France. Et là, l'idée, c'est d'établir une feuille de route pour bien mettre en œuvre l'éco-conception de services. Là, le service qu'il va falloir vraiment définir, c'est de dire c'est une prestation qui est fournie par le bureau d'études. Donc on est vraiment dans de la matière grise en fait. On est vraiment dans on fait des dossiers, on établit des dossiers et on va déterminer qu'est-ce que serait le chantier, mais ce n'est pas le bureau d'études qui va mener le chantier. Eux, ils font les plans et ils proposent des solutions.
Donc là aussi, il y a d'abord eu une sensibilisation de l'équipe et une équipe projet qui a été vraiment formée pendant une journée sur le... On a un peu plus de temps sur ce format que le format tremplin, donc qui a été formée à l'éco-conception de service. Et puis, on a passé du temps à vraiment décrire complètement le service, à la fois donc le service de matière grise du bureau d'ingénierie, mais aussi une fois que le dossier a été validé et qui démarre, bah, comment ça se passe au niveau du chantier, comment ça se passe aussi à la suite de leurs services eux-mêmes, mais en fait, c'est les décisions qu'ils vont prendre qui vont influencer le chantier. Donc, c'était important d'avoir ce lien aussi sur ce qui se passe après. Et l'idée, donc on est en train de faire cette évaluation environnementale simplifiée, et l'idée ensuite, c'est d'identifier là encore des pistes d'éco-conception, de les prioriser et de construire une feuille de route. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette expérience, c'est que on va certes faire en sorte d'éco-concevoir la partie purement bureau d'études, donc bon, c'est essentiellement des ordinateurs, du bâtiment et puis un peu de transport quand on va voir les chantiers sur place. Mais on va aussi faire en sorte de voir quelles sont les pistes d'éco-conception qu'on va pouvoir appliquer cette fois-ci au chantier et aux solutions qui sont proposées aux clients. Et là, en fait, on voit bien toute la dimension justement plus générale du service, qui est avec ce travail avec le client, on va pouvoir influencer beaucoup plus loin que juste ce qui se passe dans l'entreprise qui rend le service. Alors, ce cas de BPI France, il est intéressant parce qu'il est un peu plus long. On a 18 jours sur 6-8 mois. Et c'est une méthode qui fonctionne bien et qui parle bien aux entreprises, et là en particulier. Et là, bah, voilà, on est à la fois sur un service pur d'ingénierie de matière grise, mais qui en même temps va avoir des impacts et des effets directement sur le terrain, et on va pouvoir influencer ce qui se passe sur le terrain. Je te laisse la parole, Ouais, Florie, pour alors deux la autres exemples et suite. je vais faire vite. Du coup, je suis navrée, nous avons dérivé dans le temps, donc je vais quand même vous les expliquer, mais je vais essayer de faire vite. Un troisième exemple dans le domaine plutôt médico-social qui concerne un EHPAD qui est en plein projet de construction d'un nouveau bâtiment qui sera aux toutes dernières normes environnementales. Et il y a une réflexion dans le cadre de ce projet de construction, une réflexion autour du fonctionnement qui sera en place dans cet EHPAD demain, lorsque le bâtiment sera disponible, avec une volonté du coup très forte de la direction et des équipes de se poser la question de ce que devrait être un éco-accompagnement des personnes âgées à l'avenir. Donc ces objectifs, c'est vraiment de travailler sur ce fonctionnement, de pouvoir du coup, accompagner différemment les personnes âgées, et puis il y a vraiment une volonté d'embarquer l'ensemble de l'équipe, des soignants, des non-soignants, et même des résidents et puis de leurs familles dans ce projet-là. Donc là, jusqu'à présent, la démarche qu'on a mis en œuvre, ça a été essentiellement une formation-action que j'ai fait avec eux, qui leur a permis bien sûr d'être sensibilisés et de découvrir en détail, pas à pas, la démarche d'éco-conception de service, mais aussi qui nous a permis de commencer à entrer dans le sujet et d'identifier le périmètre, les différents services sur lesquels il allait falloir travailler pour s'assurer que le fonctionnement de demain serait le plus éco-responsable possible. À la suite de ça, on a constitué un dossier ADEME pour obtenir une aide financière pour pouvoir entrer dans un projet d'éco-conception beaucoup plus profond, avec une phase de diagnostic sur ces services, une phase de mise en œuvre et une phase de valorisation aussi importante de tous ces travaux dans un domaine qui est vraiment clé, et dans un domaine où on parle beaucoup d'éco-conception des soins ou des parcours de soins, mais qui malheureusement reste encore ancré dans une logique plutôt éco-conception de produits et qui manque un peu de prise de recul, d'abstraction sur l'ensemble des services en tant que système, comme on vous l'a expliqué depuis le début de cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a bien identifié les périmètres des différents services. Alors, il y a l'organisation des soins, la distribution des médicaments, la restauration, la dynamique sociale, etc. On a prévu tout un tas d'ateliers et de travaux ensemble pour avancer sur ces sujets-là. Et surtout, on a réussi déjà à créer une dynamique au niveau de la structure avec une équipe engagée qui a vraiment envie d'y aller et qui souhaite aller vers une démarche qui sera non seulement ancrée dans la structure, mais qui sera réplicable. Donc moi, mon objectif sur la suite de ce dossier, c'est d'utiliser les premiers services sur lesquels on va travailler pour les faire monter en compétences et qu'ils soient en capacité aussi après de s'autonomiser sur l'éco-conception de leurs services.
Les deux petites conclusions sur ce cas-là, eh bien, côté organisation, donc côté EHPAD, il y a vraiment une complémentarité clé entre bâtiment et fonctionnement. Donc, comme je vous le disais, cette réflexion sur l'éco-accompagnement des personnes âgées demain. Et de mon côté à moi, en tant qu'accompagnatrice, eh bien pour moi, je remarque que c'est vraiment un secteur, on se le disait avec Nadège, un secteur qui bouge mais sans contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de loi qui oblige ce secteur-là à bouger et à regarder ses impacts, à essayer de les réduire. Donc c'est intéressant, c'est un secteur parce qu'il n'y a pas que les EHPAD, moi je suis beaucoup sollicitée sur des sujets santé aussi. Mmh. Eh bien c'est un secteur qui a compris, c'est un secteur qui a envie du coup de faire mieux. Euh, et donc, ce projet-là sera un projet pionnier qui est supporté par l'ADEME et qui va bien au-delà, comme je le disais, de ce qu'on entend aujourd'hui par l'éco-conception des soins. Dernier petit cas, dernier petit retour, je voulais volontairement vous donner complètement un autre retour d'expérience. Donc là, on est plutôt sur le cas d'un grand groupe industriel dans le domaine de la mobilité et on n'est pas sur un projet de diagnostic et de reconception d'une offre de service pour en réduire les impacts. On est plutôt en amont sur une recherche d'opportunités. Cette entreprise-là est venue me voir en me disant, voilà, on a une idée. On a l'impression que ces clients-là, là, qu'on n'adresse pas trop, on pense qu'il y a un truc à faire avec eux. Voilà, on pense qu'on aurait peut-être intérêt à leur proposer quelque chose. Donc moi, j'ai mené du coup toute une recherche terrain auprès justement de ces cibles-là pour bien comprendre quel était l'état des pratiques en cours en termes de mobilité des personnes chez eux, leur degré de maturité et d'appétence aussi pour ces sujets un peu environnementaux. Et tout ça a donné lieu, du coup, après une analyse, une modélisation de toutes les données que j'avais identifiées, pour pouvoir faire émerger, du coup, une idée d'une offre, un concept de service, à la fois responsable, donc à la fois éco-solution, comme le disait Nadège tout à l'heure, parce qu'on va adresser une question environnementale, mais aussi lui-même entièrement éco-conçu. On a fait à la suite de ça donc un atelier avec des partenaires de mon client, toujours dans le domaine de la mobilité des personnes, et cet atelier a permis justement de commencer à imaginer ce que serait ce concept de service demain. Quelle expérience on pourrait proposer aux clients? Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup de leur côté à eux, côté fournisseurs et partenaires? On est vraiment plus rentré dans les détails et à l'issue de ça, moi j'ai fait une maquette du concept, une représentation visuelle du concept pour retourner auprès des clients entreprises que j'avais été interrogée au départ, leur présenter ce concept et leur demander du coup si c'était une idée, un concept de service qui pouvait les intéresser. Les résultats de cette démarche, ça a été déjà que j'ai permis à mon client d'avoir vraiment une meilleure compréhension, une compréhension très fine de sa cible, qu'il regardait un petit peu de loin sans une vision très claire et très précise de leurs besoins. On a identifié ensemble éco-designé, donc un concept, un éco-service, mais lui-même éco-conçu. Et surtout, on a créé un collectif d'acteurs prêts à s'engager et à développer ce projet-là. Aujourd'hui, il y a des arbitrages en cours qui sont sur le projet, mais l'idée derrière, c'est de pouvoir eh bien, vraiment démarrer une phase d'éco-design de ce service-là. Deux petites conclusions là aussi. Un retour de l'entreprise qui a trouvé que c'était une démarche très complète et très engagée, Mmh. de bout en bout. Et puis un rétex de ma part aussi à moi. Pour moi, je trouve que c'était un sujet qui était très innovant et vraiment ancré dans les logiques de transition aujourd'hui. La question de la mobilité des personnes en entreprise, elle est très présente. Souvent, les entreprises ont déjà testé plein de choses. Elles ont testé des plateformes de covoiturage, elles ont testé plein de trucs et rien ne marche. Donc, je ne peux pas vous en parler, mais le concept qu'on a imaginé pourrait vraiment répondre à une intention d'aller plus loin sur ces sujets-là. Et cependant, il faut bien effectivement qu'on s'assure que ce qui sera conçu soit bien éco-conçu et qu'on ait une sorte de logique de bout en bout entre un sujet qui adresse les questions de transition, mais qui lui-même, du coup, s'assure d'être le plus performant d'un point de vue environnemental aussi. Une rapide conclusion, et puis je vous montrerai après le petit QR code pour notre petit questionnaire de satisfaction. La première chose que je voulais vous dire, moi en tout cas, c'est que l'éco-design de service, vous l'avez vu à travers ces 4 exemples qui sont dans des domaines très différents et avec des structures de taille très différentes. L'éco-design de service, ça s'applique à tout type de service, à tout secteur et à toute taille d'organisation. Les projets sont plus ou moins gros, plus ou moins complexes, plus ou moins matures, mais vraiment, ça s'applique à tout type de service. Je laisse faire tes 3 petits points, Nadège, et puis je conclurai sur les 3 derniers. D'accord, merci Florie. Effectivement, de mon côté, je me dis que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ce contexte de l'organisation et de l'offre de service et qu'en fait, cette méthode d'éco-design de service nous permet vraiment d'aller loin dans ce sujet,
et donne des outils qu'on pourrait presque aussi utiliser pour certains, en tout cas pour les produits, et qui permettraient d'aller encore plus loin que ce qu'on fait, parce que des fois, c'est pas tout à fait suffisant. Et c'est vraiment important de comprendre le contexte de l'entreprise, le contexte de l'organisation, quelle est l'offre de service, quel est ce service, de vraiment définir ce service. Ça, c'est vraiment un point important. Et du coup, bah, de tenir compte de ce côté, ce qui est tangible, ce qui n'est pas tangible, le côté très matériel finalement, mais en même temps des prises de décision qui, elles, sont intangibles, mais qui vont avoir des effets très forts. Donc ça, c'est un point important. Et puis ce côté de faire évoluer l'offre de service avec les équipes et avec les clients. Et ce qui va permettre justement d'amener du changement dans l'offre de service, mais un changement qui sera accepté par tous, à la fois ceux qui rendent le service, mais aussi ceux à qui on fournit ce service. Je te laisse conclure Ouais. du coup, Florie. Ouais, merci beaucoup. Dernier point aussi, c'est important vraiment de comprendre qu'on est face à un système, Mm. effectivement. Je le disais, avec plein de dimensions, plein d'éléments. Donc, optimiser un service, que ce soit d'un point de vue technique, financier ou environnemental, nécessite de comprendre effectivement ce système. Et là, on est plutôt dans du design systémique. Un autre point aussi, je le disais tout à l'heure, il faut prendre en compte toutes les parties prenantes. Alors là, on parlait des équipes et des clients, mais il faut aussi dézoomer, comme je le disais, et vraiment regarder l'ensemble des écosystèmes qui sont à prendre en compte. Moi, j'ai par exemple des projets sur lesquels j'ai fait apparaître parmi les parties prenantes volontairement le sol, par exemple. Le sol comme Mm. un acteur finalement du service qui nécessite qu'on prenne en compte aussi ses besoins, ses douleurs, ses craintes, etc. Et dès qu'on fait ça, on voit que finalement, il y a un peu un changement de perspective de la part des humains, justement, qui participent au projet et qui prennent conscience qu'effectivement, on n'est pas tout seul et qu'il est nécessaire de bien prendre en compte tous ces éléments-là. Dernier point clé, mais on l'a un peu évoqué pendant la présentation, ce qu'on va chercher à faire en éco-conception de service, comme dans tout projet d'éco-conception, c'est chercher à avoir un équilibre finalement entre des performances économiques et techniques d'un côté, les besoins, les préférences quand même des personnes à qui sont destinés ces services-là, et puis la question de la performance environnementale. On ne fera pas tout bien du premier coup, mais comme le disait Nadège, on est dans une démarche d'amélioration continue, itérative, et donc on va améliorer petit à petit, revenir peut-être sur des impacts qu'on n'aura pas pu traiter pour tout un tas de raisons, mais sur lesquels on va travailler par la suite. Petit moment d'autopromotion avant qu'on vous, qu'on vous libère. Il y a mon livre qui est disponible. Il y a des informations sur le site greenservicedesign.fr et il est disponible auprès du pôle éco-conception. On co-organise une formation sur Green Service Design, donc le 30 septembre prochain. Mm. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations dessus. Ce ne sera pas une formation spécifique à un domaine comme je peux le faire par ailleurs, ou une formation action, mais c'est vraiment une formation de découverte plus précise. Là, on a vraiment survolé la démarche. On Oui. rentrera en détail dans chaque étape de la démarche à travers cette formation, mais de manière, même s'il y a des exemples, pas focalisés sur un cas en tout cas spécifique. Voilà, on vous remercie. Vous avez nos coordonnées, mais on vous les renverra évidemment à la suite de ce webinaire. Et je termine juste ici pour vous remercier déjà pour votre participation et puis pour vous laisser le petit QR code ou le lien. On compte sur vous pour le renseigner. Donc, c'est un petit questionnaire rapide pour avoir votre avis sur ce webinaire. Ça nous permet à la fois d'améliorer les prochains webinaires, mais aussi d'identifier peut-être certains points sur lesquels vous aimeriez revenir, sur lesquels vous aimeriez peut-être des séances ou un webinaire ou d'autres formats peut-être plus spécifiques. Donc, n'hésitez pas à flasher ce QR code et à répondre à ce petit questionnaire. Et encore une fois, on vous remercie beaucoup de votre participation. Tout à fait. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée à tous.